Salut à toi, salut à tous, bienvenue à Serial Catcher, l'émission des fans de séries. Aujourd'hui, on va parler d'hémoglobine, de flics, de tueurs en série et de sacs poubelles et d'ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, on va parler de Dexter. Comme souvent, la série Dexter est issue d'une série de romans écrite par James Tisley de son vrai nom. Jeffrey P. Freundlich, qui m'étonne qu'il ait pris un pseudo, spécialiste de romans et de thrillers, est marié à Hilary Hemingway, la nièce d'Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature et prix Pulitzer. Évidemment, avec une femme pareille, c'est sans doute plus facile de se faire éditer. Quoi qu'il en soit, c'est le premier roman, ce cher Dexter, Darkly Dreaming Dexter en américain, sorti en 2004 aux États-Unis et 2005 en France, qui servira de trame à la série sortie sur Showtime en 2006 et de la web-série Early Cut sortie en 2009. Il s'agit d'une adaptation assez libre puisque la série s'éloignera très rapidement des romans. Seul le premier roman servira de trame à la première saison, le procédé narratif, les personnages, l'ambiance, les histoires et tout le contexte de Dexter qui en fera tout le succès. Dès la deuxième saison, les livres n'auront plus qu'un rapport très lointain avec la série. On notera d'ailleurs que Jeff Lindsay participera d'ailleurs à l'écriture de certains épisodes de la saison 2. Et puis de toute façon, comme je le dis toujours, c'est pas compliqué. Une bonne série, il faut 3 éléments. Une histoire, des personnages, un contexte, une originalité, un point de vue artistique, une bande sonore, une cohérence... Hey, ça fait plus de 3 trucs. Mais c'est bien, tu suis. Ouais. Et comme le dit le grand philosophe Johnny Hallyday, un bon concert, c'est pas compliqué. Il faut un début et une fin. Et entre les deux, tu te démerdes. Et bah pour une série, c'est la même chose. Il te faut un bon début et une bonne fin. La série est centrée sur Dexter Morgan, un expert judiciaire qui travaille au service médico-légal de Miami le jour et qui est un serial killer la nuit. C'est un serial killer particulier car il ne tue que les gens qui le méritent et qui applique avec soin la devise « Si tu fais le mal, fais le bien ». Tout au long de la série, on pourra voir avec quelle précision, que d'aucuns appellent chirurgicale, il commet ses éliminations et dispose des cadavres. La trame est basée sur sa vie et les interactions sur son environnement pour ne pas se faire prendre. Très rapidement, via des flashbacks, on découvre que c'est un enfant adopté par le policier qui le découvrit bébé au milieu de la mare de sang de sa mère tuée sous ses yeux à la tronçonneuse par un dealer fou. Ce qui servira à expliquer pourquoi il va avoir des pulsions irrésistibles à tuer. Son père adoptif, comprenant cela, va lui proposer un code, une sorte de règle de conduite pour que Dexter puisse tuer, car ce besoin est pour lui trop irrépressible, c'est le fameux code Harry. Code dont le premier précepte est jamais se faire prendre. Ils mettront en place une stratégie visant à choisir les tueurs dans la base de données de la police qui, profitant du système, ressortent libres et impunis. Une fois le choix porté sur la victime, Dexter met en branle sa routine, son modus operandi comme on dit. Il va d'abord endormir sa victime à l'aide d'un puissant somnifère vétérinaire, le M99, puis déposer le corps sur une table, l'envelopper de cellophane, attendre qu'il se réveille, le confronter à des photos de ses victimes et enfin, avant le coup de surin dans le buffet, Dexter lui rappellera combien il est méchant de tuer son prochain, surtout si ce sont des enfants. Une fois le méchant tué, Dexter le découpe en petites rondelles, met le tout dans des sacs poubelles et fiche le tout à la baille depuis son bateau. La série étant feuilletonnante, chaque saison sera axée sur un super méchant que Dexter devra traquer et annihiler, en même temps que des méchants plus subalternes, tout en prenant le soin de s'intégrer dans le monde. Étant totalement incapable d'empathie, il devra passer maître dans l'art de jouer les sentiments pour mieux se fondre dans le décor, tout en devenant le plus monsieur tout le monde que possible. Chose assez aisée, puisqu'il le fait en offrant des donuts à tout le monde. Donut. On peut dire qu'il a fait à Miami. Dexter est le personnage central, entouré de personnes secondaires particulièrement bien jouées et bien écrites. Comme souvent lorsqu'une série est issue d'un livre, et non pas from scratch, les personnages ont une épaisseur et une profondeur psychologique aptes à les rendre sympathiques ou antipathiques. Bref, on les aime ou on les déteste, ils ne rendent pas indifférents. Entre un Mazuka fan du porc, Dox qui avait tout compris en ce qui concerne Dexter, Angel Batista, son meilleur pote, Rita, sa femme, et son père adoptif avec qui il parle, et surtout Deborah, Deb, sa sœur. Un personnage haut en couleur qui pourrait être défini, comment dire... Motherfucking Gufto is back. Fuck this. Don't you fucking say a word, Masuka. Fuck. Motherfucking suck.
Dexter s'inscrit dans la réalité et de nos jours. L'action prend place à Miami et sauf en de très rares exceptions ne sortira même jamais de Miami. L'océan prend également une part importante dans la mythologie de Dexter, engloutissant et dissolvant littéralement les méfaits de Dexter Morgan. Cuba et plus largement la culture cubaine sont omniprésents dans la série, très certainement dû au fait que l'auteur des romans habite lui-même Miami. Un peu comme Stephen King, ancrant ses histoires dans le Maine, chez lui. Dexter, décrivant le monde qui l'entoure comme s'il n'en faisait pas partie, donne une ambiance parfois très détachée. Et hormis les moments où il voit son père adoptif mort depuis longtemps pour lui parler, il n'y a pas d'élément qui ne soit pas possible dans la vraie vie. En fait, le lieu ou le moment n'a pas une grande importance. Dexter pourrait donc se passer n'importe où et presque n'importe quand. Ce qui montre bien la puissance de l'histoire. Non, ce qui compte, ce sont ses interactions avec l'univers et les gens qui l'entourent, principalement avec sa sœur adoptive Debra ou sa femme Rita, qui sont essentiels. Et bien sûr, ses penchants morbides. L'originalité de Dexter tient sur le personnage même de Dexter et la parfaite interprétation qu'en fait Michael C. Hall, complètement imprégné de son personnage. Pour la première fois, on suit un serial killer depuis son enfance, grâce au flashback, jusqu'à son âge adulte. On voit comment et pourquoi il devient un tueur en série. La narration voix off de Dexter s'adressant directement au public, expliquant ce qu'il ressent, comment il le ressent, aide le spectateur à s'immerger complètement dans la série au côté même de Dexter, au plus intime de ce qu'il est, jusqu'à voir le fameux passager noir prendre corps devant nous. Le point de vue artistique est précis et graphique, principalement dans les premières saisons, avec le rapport au rouge, donc au sang, qui était très marqué, très graphique, très esthétique. La mise en scène, plutôt conventionnelle, sans trouvaille particulière, est toujours très propre et très pro. C'est bien dans la narration typique du polar où le héros parle à son lecteur que le point de vue artistique est le plus fort. C'est quand Dexter s'adresse à nous pour nous faire partager ses sombres pensées et lorsqu'il allonge et enrubane ses victimes que le sens le plus esthétisant de la série se fait jour. Excellente tout au long de la série, la bande sonore est un personnage à part entière. Les thèmes principaux seront posés dès la première saison, puis évolueront avec les personnages ou les moments durant les 8 saisons. Ces thèmes, écrits par Daniel Leach, légers et précis, toujours en phase avec l'instant et le ressenti, apportent à la série des moments de plénitude et d'apaisement, voire même de nostalgie, alors même que Dexter vient de découper un bad guy en 2-3 morceaux. Des standards de la musique cubaine viennent ci et là participer également à l'ambiance. Il est clair que la bande sonore de Dexter a été l'une des raisons du succès de la série. Si les 4 premières saisons faisaient l'effort d'être cohérentes, ce ne fut plus du tout le cas des suivantes. Les séries, comme les films au cinéma, ont et doivent avoir avec leurs spectateurs la fameuse suspension consentie de l'incrédulité. La quoi? La suspension consentie de l'incrédulité, mon petit, voyons. Ah, la willing suspension of disbelief, d'accord. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est le processus mental que fait le spectateur d'une œuvre qui accepte que l'univers dont il est question ne soit pas forcément possible. Il doit être simplement cohérent et possible en lui-même. Exemple, dans Alien, il est cohérent d'être dans l'espace, dans un hyper-sommeil et de rencontrer des monstres. Par contre, on ne peut pas s'y mettre à voler dans les airs soudainement comme un Superman. Dans Dexter, la série perd sa cohérence au fur et à mesure des saisons. Dexter ne met que quelques minutes pour traverser tout Miami. Il fait jour, puis nuit, puis jour, puis nuit, puis jour, dans la même journée. Il fait ce qu'il veut avec la base de données de la police et surtout, il finit par passer son temps à partir en plein milieu de journée pendant qu'il bosse. Et c'est sans compter les invraisemblances de gestion des enfants de Rita et de son propre fils. C'est bien ce délitement dans la rigueur scénaristique qui a perdu la série au fur et à mesure du temps. Et là, c'est le drame. Quoi qu'on puisse dire et quoi qu'on puisse faire, Dexter aura vécu le syndrome du scénario en pente parabolique. C'est moi qui ai inventé le terme. Chaque saison sera moins bonne que la précédente. Au début très peu, puis de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, jusqu'à la 8e saison, avec la vision d'horreur finale. Alors même que la première scène, le premier plan, la première phrase Tonight's the night. t'augurait au sublime. La première saison est une merveille, les 2 suivantes... Ok, les 3 suivantes, si vous voulez, à la rigueur, sont très bien et contribueront à la mythologie de Dexter que tout le monde connaît. L'événement majeur de la fin de saison 4 est à mon sens la rupture, où le besoin limite putassier d'un cliffhanger oblige à un ressort scénaristique qui casse tout. Il arrive trop tôt, et la série ne retrouvera jamais
l'équilibre qu'elle avait forgé. Forçant les scénaristes à des tours de force qui marcheront de moins en moins, la série se perd en retournements et circonvolutions. La qualité de la réalisation sera toujours à la hauteur, comme les acteurs. Une mention à Jennifer Carpenter dans le rôle de Debra, la sœur adoptive de Dexter, qui pour moi aura réussi le tour de force d'avoir une véritable évolution de son personnage et de son jeu pour, in fine, voler même la vedette à Michael C. Hall à la fin de la dernière saison. You're goddamn right. Les moyens financiers toujours plus présents, le soutien inconditionnel de la chaîne Showtime, rien n'aura manqué à Dexter tout au long de ces 8 années. Sauf un scénario et finalement, une histoire. Alors bonne ou pas bonne la série? Bonne question. Merci. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment et pourquoi Dexter, spécialiste du sang le jour à la police de Miami et serial killer la nuit, a-t-il pu devenir au fil de ces 8 saisons une série aussi culte? Mais oui, pourquoi? Et alors voici le top 10 du comment Dexter a-t-il pu devenir aussi mythique? Un top 10? C'est quand même un peu long, tu préfères pas plutôt faire un top 5? Numéro 10. Ok, va mourir. Facteur normalité. Dexter Morgan nous est présenté comme une personne normale, un monsieur tout le monde. Il n'est pas comme les serial killers qu'on connaît, dépravés, déviants sociaux. Non, lui c'est le bon copain, le voisin, le collègue de tous les jours, avec un drôle de secret. Numéro 9, on comprend son addiction. Certes, ce n'est pas comme fumer ou manger compulsivement du chocolat devant l'ordinateur tout en écrivant une chronique et... c'est juste le cran plus loin, quoi. Quand l'irrépressible envie arrive, le passager noir qui nous enserre et nous enveloppe, alors même qu'on ne peut plus résister, seul si abandonné nous libère des entraves de la résistance. C'est cette confrontation à ses démons intérieurs, à son propre passager noir qui nous rend Dexter si familier et si proche. C'est hors de contrôle, plus fort que lui. Il devient l'esclave de lui-même, d'un maître, d'un passager noir qui transcende sa volonté consciente. C'est le paradoxe de la liberté acquise dans la servitude et l'emprisonnement. Liberté éphémère et sans réelle satisfaction autre que la souffrance et surtout la souffrance des autres. On le voit très bien avec sa femme Rita et sa sœur Debra qui seront les victimes de Dexter, sans le savoir, tout au long de la série. Dexter est l'esclave du maître du passager noir. Mais le maître est aussi l'esclave de l'esclave, car il a besoin de l'esclave pour être le maître. Paradoxe connu, sans résolution autre que l'abandon de soi. Et c'est aussi cela, l'obligation de renoncement qui nous rend Dexter si proche de notre propre passager noir. Numéro 8, l'enfance détruite et meurtrie. Dexter tue beaucoup de personnes, on ne sait pas exactement combien, mais au minimum 57, voire 67. Qu'importe le chiffre d'une telle accumulation de meurtres, ce n'est pas acceptable. Et pourtant, on l'accepte. On l'accepte parce qu'il y a eu une enfance affreuse. Sa mère s'est faite découper à la tronçonneuse devant lui, et il a pataugé dans son propre sang, enfin le sang de sa mère, pendant des heures avant d'être sauvé par un policier qui deviendra son père adoptif. Tiens, salut Freud, ça roulette? Ah bah tranquille, je passais dans le coin là en fait et je me suis dit que... Numéro 7, Dexter et sa rationalisation de l'irrationnel. Parce qu'il ne tue que des bad guys, que des meurtriers, des assassins que le système a relâchés dans la nature faute de preuves ou de vices de procédure. C'en est trop, il faut faire quelque chose et bam, Dexter. Eh oui, Dexter fait tout haut ce que nous rêvons de faire tout bas. Ce n'est pas de sa faute évidemment, on l'a vu, c'est son enfance et il ne s'en prend qu'à des méchants. Le mal triomphe du mal pour le bien. L'ennemi de mon ennemi et tout ça. Numéro 6, Super Dexter. Dexter, c'est très exactement un super-héros. Un Batman, un Superman. Une identité le jour, une identité secrète la nuit. Une mission, sortir de nulle part pour éradiquer les criminels que les pauvres gentils citoyens n'ont pas réussi à vaincre. Tel un super-héros, il utilise un savoir-faire hors du commun ou une capacité hors du commun pour faire ce qu'il a à faire sans être vu ou attrapé. Oui, c'est un super pouvoir que de tuer des gens puis les découper pour les mettre par petits bouts façon pulse dans des sacs poubelles. Numéro 5, la reformulation. Petite astuce psychologique. En regardant Dexter, on dit à notre cerveau « Non, Dexter ne fait pas quelque chose de mal, il fait le bien et participe grandement à faire un monde meilleur. » Et là, abracadabra, notre cerveau aime Dexter et nous le rend encore une fois sympathique. Numéro 4, comportement de psychopathe. Dexter est fort, très fort, grâce à son intelligence. Il arrive à faire croire qu'il est un bon frère, un bon amant, un bon mari et un bon père. Ce fort contraste, limite manichéen, nous permet de nous sentir bien auprès de lui. Numéro 3, tout le monde aime Dexter. À l'exception du sergent Dox, tout le monde apprécie Dexter. Du coup, nous aussi on l'aime bien. Et en plus, il offre des donuts à tout le monde, alors... Il est sympa, toujours dispo, jamais emmerdant et à l'écoute. On comprend à ce moment-là que les plus grands pervers sont toujours des gens auxquels on n'attribue pas, justement, la tronche du pervers. Le psychopathe n'a pas de grand manteau et un chapeau noir vissé sur la tête avec un regard de libidineux. C'est d'eux dont les voisins diront « Il était si gentil, si aimable, comment on aurait pu se douter que c'était un découpeur en série ?»
Bah tu peux pas. C'est ça le truc. Les pervers psychopathes ont la tête de monsieur madame tout le monde. C'est cool, hein? Numéro 2, il est tellement humain. Dexter, ben, il est comme nous. Un gars comme tout le monde qui fait ce qu'il peut dans un monde de brutes pour s'en sortir et avoir une vie sans trop d'emmerdes. De partager sa vie avec un être aimé, d'être heureux, avoir un peu de pognon. C'est pas vous ou moi, ça? Et puis l'envie de tuer des méchants. D'être libéré dans l'abandon de son passager noir, pour y résister au plus possible pour s'insérer dans le monde, c'est toujours pas vous ou moi, ça? C'est pas ça, être un être humain dans toute sa complexité? Et numéro 1, Michael C. Hall est Dexter. Comme un gant. Une interprétation parfaite, je vous dis. Un jeu tout en nuances, capable de passer de l'humain à la bête immonde en quelques dixièmes de seconde. C'est dans ce talent d'acteur, capable de rendre toutes les facettes d'une personnalité aussi complexe que celle de Dexter, que Michael C. Hall a fait de Dexter notre Dexter. Et puis, faut pas oublier Jennifer Carpenter dans le rôle de Debra, qui elle aussi, grâce à son jeu entre larmes et rage, aura pu tout au long de la série magnifier un relationnel d'amour aussi puissant qu'impossible avec son frère, un amour jusqu'à la folie. Alors oui, pour moi, Dexter est une magnifique et grande série. Mais une série qui n'aura pas su éviter l'écueil de la saison trop, voire des 3 saisons trop. Pour moi, Dexter, c'est un triptyque de 3 saisons. Ouais, ok, je te l'accorde. 4 saisons. Mais alors, il faut vraiment finir sur la fin de la 4e saison. Et c'est là où Dexter serait vraiment devenu une série hors norme. La vraie réussite de Dexter est d'avoir su d'éviter de nous imposer toute la réflexion sur la peine de mort ou la loi du talion. Pour au contraire, nous forcer à nous délier de notre propre passager noir et de comprendre qu'il existe en chacun d'entre nous. Et que des milliers d'années d'évolution visant à mettre des gendarmes sur notre psyché, le « tu ne tueras point » ont presque fonctionné. Presque, car ces millions d'années d'évolution auront permis à nos passagers noirs de survivre et de s'aguerrir quelque part, tapis au plus profond de notre cerveau, de notre cœur et de notre âme, prêts à surgir à tout moment, en tout lieu, aptes à tomber nos gendarmes et à transpercer la chère ennemie, cette très chère ennemie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez des commentaires juste en dessous, un petit pouce vert, c'est assez sympathique, et puis si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, et puis surtout, restez libres et ne renoncez jamais. Surprise, motherfucker.